Argylle, par exemple, moi je l'ai pu regarder depuis qu'il a été fait, parce que je l'ai vu 1 milliard de fois chaque épisode. Parce que j'ai travaillé dessus, que ce soit le montage, la musique, tous les comédiens. Moi j'étais à toutes les étapes de fabrication. Vous pensez que si vous les regardiez, vous ne verriez que les défauts? Oui, bah même quand je l'ai fait, donc ça ne peut que s'empirer. Oui, Argylle a été un gros succès au moment de sa diffusion, à force de le constater. Tout le monde se souvient d'avoir vu passer ça au moment où c'est passé, d'avoir adoré, de ne plus jamais en avoir réentendu parler depuis. Et il y a quelques bonnes âmes qui ont essayé de retrouver des épisodes par-ci par-là, enregistrés sur des VHS, en hongrois, dans n'importe quelle langue possible et imaginable. Mais retrouver les épisodes en français a été la croix et la bannière. Pourquoi s'il n'y a eu qu'un seul DVD de 6 épisodes? Pourquoi est-ce qu'Argylle a été si longtemps introuvable en VF? Parce que, alors, il y a d'abord une base contractuelle où une chaîne de télévision, quand on lui vend les droits de distribution, enfin de diffusion plutôt des œuvres, ils l'ont sur 3 ans. Donc votre dessin animé dure 3 ans de diffusion. À l'époque, je ne me souviens plus d'ailleurs si ça a été diffusé plusieurs fois, je pense, oui. J'ai pas trop le souvenir de ça. Donc c'est la première chose. Après, votre série, elle n'existe plus, vous ne pouvez plus la voir, puisqu'elle n'est plus diffusée. On est d'accord. Donc 3 ans, c'est un maximum. Donc en principe, c'est 3 ans. Après, j'imagine qu'il y a des renouvelabilités, on va dire, mais... Ouais, mais très peu, parce qu'il y a d'autres séries qui arrivent, parce qu'il y a des saisons 2, parce qu'il y a peu de place. Donc, pour tout un tas de raisons, les séries ne sont pas rediffusées. Il arrive qu'elles soient diffusées après sur Canal+, ou sur une autre chaîne. À l'époque, c'était Canal+ qui avait repris, mais c'est passé 2 ou 3 ans après. Donc, cette série n'étant plus diffusable, et en plus, comme il n'y a pas de DVD, à part les fameux 6 épisodes, vous ne pouvez pas du tout la voir. En plus, c'est une époque où il n'y avait pas Internet et tout ça, c'était pas encore ce que c'est aujourd'hui. Donc, je pense que les épisodes qui sont hongrois et en tchèque, bah, c'est des Hongrois ou des Tchèques qui ont balancé ça sur YouTube. Oui, effectivement, mais donc il y a eu un DVD de 6 épisodes uniquement parce qu'on vous a dit que ça se vendait pas et qu'on ne ferait pas 5 DVD de ça. Voilà. Mais bon, c'est un problème. Je vous avoue que moi, quand des fois je tape par Argylle ou une autre série et que je vois tous les épisodes qui sont sur YouTube, c'est un gros problème. Vous comprenez pourquoi? Oui. Encore que, donc là, ils sont actuellement sur Prime Video. Vous, en tant que créateur de la série, ça vous rapporte absolument rien. Alors, j'en sais rien. J'en sais rien parce que c'est la première fois que j'ai une série sur une plateforme. Donc, je revenais l'année prochaine et je vous dirai si j'ai touché de l'argent. En tant que producteur, non, parce que c'est le distributeur qui a vendu ça. C'est vous qui me l'avez appris, hein. C'est-à-dire si je suis au courant. Parce que quand vous faites diffuser donc une série en DVD ou d'une autre manière, vous en cédez les droits commerciaux, on va dire, aux diffuseurs, donc complètement. Pas aux diffuseurs. Enfin, aux distributeurs, oui. Distributeurs, oui. Et donc vous les cédez complètement. Et après, c'est eux qui déterminent s'ils les diffusent en DVD ou sur une plateforme de vidéo à la demande. À l'époque, ça n'existait pas. Mais... Non, c'est plus compliqué que ça. C'est segmenté aussi. Il y a ceux qui ont le droit de le distribuer, c'est-à-dire de le vendre dans des chaînes à l'étranger. Il y a ceux qui ont le droit de vendre juste la musique, enfin, le distributeur, il ne peut pas vendre tout et n'importe quoi. Là, il se trouve que le distributeur qui lui a les droits de diffusion, il a vendu à Amazon. Point. Je sais qu'il y a des tas de choses dans Argylle qui seraient totalement interdites aujourd'hui. Dites-nous lesquelles, du coup. Rien que voir des gens qui meurent à l'écran. Ça fait partie du botin, du pavé, des choses qu'on ne montre pas. Ce botin a donc eu plus tendance à grossir qu'à se réduire au fil des années. Bah oui, c'est comme les normes en France, hein. On en rajoute une couche tous les jours, il y a de plus en plus de contraintes, de normes, de choses qu'on ne peut pas faire. Oui, c'est vrai, oui, bien sûr. On avait une liberté de création qui était quand même beaucoup plus grande. Oui, je pense que c'était surtout les trucs de mort. Bon, le diable, les méchants, les trucs comme ça, il y avait quelque chose d'un peu ésotérique, je suis pas sûr qu'on puisse le faire aujourd'hui aussi.
On va sans doute y revenir. Tout bêtement, comment vous est venue l'idée d'Argyle? Alors, quelles ont été vos sources d'inspiration et qu'est-ce qui vous a donné l'idée de ce truc-là? C'est une question terrible, ça. C'est une question terrible. Je ne sais pas comment ça m'est venu. Je pense que c'est un mélange de toutes les influences, de choses qui m'ont marqué, comme sur la pochette, il y avait marqué Blade Runner. Moi, j'étais très marqué par ce genre de choses. Il y a aussi tout un univers de BD, et moi, j'ai beaucoup aimé les BD. Oscar Lampoule, c'est Achille Talon. Je crois que c'était un déjeuner où tout ça a commencé un peu à germer dans la tête. Mais c'est difficile de vous répondre parce que Argyle, c'est quelque chose que je dirais un petit peu mystérieux. Parce que j'avais jamais rien écrit de ma vie, donc je sais pas pourquoi ça m'est venu. C'est l'éternel combat du bien contre le mal. Oui, mais la forme que ça prend est assez originale quand même, mais assez spécifique. Et donc c'est votre première création, production à vous, et d'ailleurs c'est celle sur laquelle vous avez vraiment travaillé de A à Z sur tous les aspects. On a parlé du sound design tout à l'heure. Donc effectivement, on peut se demander, donc un jour, vous vous êtes dit je vais faire un dessin animé. Et ce dessin animé, ce sera un prince du Moyen-Âge qui est transporté dans le futur pour combattre une sorcière devenue maîtresse du monde et de l'univers. Et il y aura une jolie princesse extraterrestre et tout le monde sera des animaux. Oui, mais à mon avis, j'avais dû bien boire pendant ce déjeuner. Ça doit être la raison. Oui, non, mais il y a des choses qui ne s'expliquent pas, oui. Ouais, c'est venu comme ça. Et puis je me suis mis à écrire les scénarios. J'avais jamais écrit de scénario non plus. Et vous savez, quand vous faites un dessin animé, en fait, d'abord vous faites un pitch, vous expliquez l'idée de l'épisode, après vous faites un synopsis, donc ça, vous mettez toutes les scènes, et puis après vous développez et après vous faites le scénario. Mais moi je ne savais pas comment ça marchait tout ça, j'ai pris direct le scénario, et puis les choses, c'est presque de l'écriture automatique, je dirais. C'est un peu bizarre de dire ça, mais en tout cas c'est pas technique, puisque j'en avais pas. Je pense qu'il y avait un message à faire passer, et puis voilà, apparemment il est passé. Ah bah oui, en tout cas c'était vraiment très réussi, hein. Ça on peut vous le dire. Hein. C'est un dessin animé donc, qui est sorti en 2000. Donc c'est une série qui date de son époque, avec donc une animation de son époque, mais quand même pour son époque c'est quand même très convaincant. Les séries de cette époque avaient généralement beaucoup d'images recyclées, Argyle en a pas tellement. Il y avait des effets visuels en 3D sur les images en 2D. On a vu des choses beaucoup moins convaincantes dans ce registre-là. Vous aviez un budget important pour Argyle? Non, on s'est débrouillé. Oui, vous avez fait plus avec moins donc. On a fait plus avec moins, il y avait beaucoup de passion dans les gens qui étaient là-dessus, donc non, ça n'a pas coûté particulièrement plus cher, mais on essayait toujours de faire la chose la mieux possible et que nous ça nous éclate, qu'on soit content de ce qu'on voit. Et peut-être parce que c'était en effet mon premier dessin animé et que j'y mettais tout mon cœur, toute mon âme et qu'il fallait que ça soit... Donc quand on n'arrivait pas à le faire, on se débrouillait. Mais non, ça n'a pas coûté plus cher que la nôtre. Franchement sur Argyle, on n'a pas eu du tout. Parce que souvent, les contraintes, c'est dans les séries, c'est de se dire attention, on ne va pas faire 2000 décors, on ne va pas changer à chaque fois d'univers, à chaque épisode, on ne va pas rajouter 25 comédiens, 25 personnages qui arrivent, parce qu'au bout d'un moment, votre série, elle explose. Argyle, si vous avez vu la série récemment, il y a une multitude de personnages à chaque épisode nouveau, puisqu'à chaque fois, ils font une quête. Une multitude de décors. Et des décors à chaque fois, donc il y en a un peu récurrent, mais il y a quand même beaucoup de choses nouvelles à chaque fois. Et non, on ne s'est pas interdit de faire des choses. Et bon, moi je ne gérais pas concrètement le coût, mais je pense qu'il y avait un bon négociateur qui a fait que... Ah bah, très clairement, si vraiment vous avez pu nourrir le projet uniquement de passion et faire quelque chose d'aussi convaincant, c'est que vraiment il y a eu un truc. Vous avez effectivement pas mal de personnages, c'est ce que vous avez dit. Mais vous savez, s'il n'y a pas de passion, ni d'envie, ni de plaisir, ça marche pas. Ah oui, non, ça c'est sûr. Mais des fois, il y a de la passion et ça marche pas quand même. Donc là, vous avez eu la passion et ça a bien marché. Ouais, c'est vrai. Non, je dis mais pas ça. Je vous cache pas, c'était un miracle. Hein. Moi, quand j'ai vu les audiences et tout, j'en revenais pas. C'était magique.
Non, ma remarque, elle n'a absolument pas pour but d'être sarcastique, c'est juste que je suis impressionné que vous me disiez qu'en fait, rien ne prédisposait particulièrement la série à avoir ce rendu-là et ce succès-là, et enfin, quand même, bon, voilà. Non, mais ça c'est le syndrome de l'imposteur, on fait un truc, c'est mon premier dessin animé, je me dis, bon, qu'est-ce que je fous là? Il y a des mecs quand même qui sont beaucoup plus forts que moi, voilà, je me lance là-dedans, donc en plus, quand d'un seul coup il y a du succès, ouais, on se dit, bon... Oh, c'est de la chance, quoi. La chance du débutant. Ouais, c'est la chance, voilà, c'est ça, c'est la chance du débutant. Ou c'est l'intransigeance du débutant? Je sais pas, mais en tout cas, la seule chose, c'est qu'on l'a fait, enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, et puis les gens qui étaient avec moi, on l'a fait avec sincérité et envie, vraiment. Donc, quand en plus on se rend compte que ça plaît aux gens, bah, c'est la cerise sur le gâteau. Mais à aucun moment, quand j'ai fait ce truc-là, je me suis dit, ça va faire un carton. Jamais. Vous aviez déjà produit les 26 épisodes avant la diffusion, ou c'est... parce que c'était un épisode par semaine. Est-ce que vous auriez réellement eu le temps de faire les derniers épisodes pendant que les premiers étaient diffusés? Oui, souvent dans les séries, je me souviens plus très bien pour Argaï, mais dans les séries, ça commence à diffuser. Miss Moon, on avait produit la moitié de la série quand ça commence à diffuser. C'est un peu de stress parce que faut fournir. Hein. C'est un épisode par semaine. Donc, oui, mais Argaï, j'ai plus ce souvenir-là. Je me souviens de choses compliquées parce que, évidemment, comme on n'était pas, comme j'étais pas, encore une fois, habitué à ce genre de choses, il y a des fois on s'est retrouvé avec des épisodes où on avait 20 minutes d'image. Et c'est merde, il en manque 6. Donc, je me souviens d'heures passées dans la salle de montage où on reprenait des images, des scènes, on changeait les dialogues, enfin, on faisait du puzzle. Je sais pas si ça se voit, mais... Alors, généralement pas, mais j'ai quand même une question liée à ça, effectivement. Ah mince, il en a vu une. C'est en fait un peu le contraire de ce que vous avez dit. C'est dans certains épisodes, il y a des ellipses narratives un petit peu bizarres. Par exemple, dans l'un des premiers, l'abbé Grégoire, qui est prisonnier, est libéré par Argaï et 3 gredins qui sont à la fête des fous. Et la libération a lieu complètement hors champ. On a une scène où Argaï rencontre 3 bandits dans la rue et les recrute pour aller libérer l'abbé Grégoire. Donc, c'est possible. Cette scène, vous avez pris le temps de la mettre en scène. Et l'évasion elle-même de l'abbé Grégoire n'apparaît absolument pas dans l'épisode. À la fin, on le voit libérer, on sait qu'ils ont réussi leur mission, mais on ne les a pas vus faire. La première fois qu'on regarde, on n'y prête pas attention, vu qu'il se passe plein de choses dans l'épisode par ailleurs, on oublie qu'il y a eu cette ellipse-là, il y a d'autres épisodes où il y a des choses comme ça, et donc on se demande si c'est des passages qui ont été coupés au montage, ou si c'est que finalement l'épisode était trop long, si on mettait ces scènes-là. Non, alors comme je vous l'ai dit, on était plutôt à chaque fois trop court. Présentement, je ne peux pas vous répondre parce que je me souviens plus. Alors pour cette scène en particulier, probablement pas, mais sur ce phénomène de se dire, bon, on a l'épisode qui est trop long, il faut couper une scène. Mais peut-être que c'est tout simplement moi qui, dans le scénario, n'ai pas écrit cette scène-là, et bêtement. Parce que je me disais, tiens, les enfants, on va voir s'ils suivent bien, je leur faisais confiance. Alors, on est toujours sur l'idée des sources d'inspiration. Quand on regarde Argaï, comme souvent avec les séries françaises, on est impressionné par les décors. Les décors, c'est toujours impressionnant dans les séries françaises. Ils le sont beaucoup, même particulièrement dans Argaï. Qui les a fait ces décors? Alors, c'est un garçon qui s'appelle Grégoire Prédhomme, qui a un talent fou et qui... En fait, on avait commencé la série, c'était, je ne sais plus qui faisait des décors un peu comme ça se faisait avant, c'est-à-dire à la peinture. Bon, et puis moi, j'étais pas très fan de ça, parce que je trouve que ça se prêtait pas. Et Grégoire Prédhomme avait bossé avec moi sur Jungle Show, il avait déjà fait les décors, et je l'ai appelé, et d'un seul coup il est arrivé sur sa machine, et puis il a fait le premier décor, qui est le décor où on voit New York avec l'anneau de la Reine Noire et tout ça. Et j'ai dit, ah oui, d'accord. Ah oui, quitte à présenter un premier décor, vaut mieux que ce soit celui-là, et d'ailleurs on allait demander également, est-ce que vous savez quelles sont ces sources d'inspiration pour ces décors futuristes, parce que ils ont quand même une identité assez forte, on se demande un petit peu. Bah, c'est moi qui lui, l'anneau, c'est moi qui lui dis il y a un anneau au-dessus parce que c'est allé au-dessus, etc. C'était un travail ensemble. Maintenant, cet univers, cette façon qu'il a de traiter les couleurs et tout, c'est sa patte à lui. Et après, c'est d'ailleurs lui qui est
qui est revenu avec moi sur Elliot Kid, qui a fait aussi toutes les couleurs des décors. C'est souvent très fragmenté parce que des fois il y a des créateurs de personnages qui font aussi les décors. Mais des fois celui qui fait les personnages ne sait pas faire les décors. Et dans ceux qui font les décors, il y a ceux qui disent moi je peux faire le trait mais je sais pas faire la couleur. Donc bon, c'est compliqué. Donc par exemple sur Elliot Kid, c'était Pascal Valdés qui faisait les décors au trait et après Greg faisait la mise en couleur. Et sur Argaï, il faisait, je ne sais plus, je crois qu'il y avait quelqu'un qui faisait les décors au trait avant et lui mettait en couleur. Un grand talent. Moi je trouvais les décors bluffants à chaque fois que j'arrivais, c'était... Ils sont très très bien, oui. En tout cas, l'idée de cet anneau qui sert de station de décollage au vaisseau de la Reine, ça c'était votre idée. Ça vous a semblé être une nécessité par rapport à ce que vous vouliez faire dans l'histoire ou ça vous a inspiré par quelque chose de particulier? Non, ça me semblait nécessaire. Pour moi, c'était le... Voilà, c'est la menace qui est au-dessus. Encercle New York. Oui, oui, c'est ça. Et en même temps, elle peut s'en aller... Comme les murs d'une prison. C'est un peu ça, oui, complètement. C'est quand même un monde qui n'est pas très très sympa. Ah non, oui, c'est une contre-utopie. C'est quand même un monde totalitaire, on va dire. Donc, ouais, cette présence de l'anneau au-dessus me semblait... je trouve que c'était une belle idée, quoi. Mais quand vous voyez New York avec les taxis jaunes qui volent, c'est aussi l'époque de... Comment ça s'appelle? Le quatrième élément? Le cinquième élément. Cinquième élément, ouais, il y en avait 5. Le cinquième élément, qui lui-même avait été cherché chez Blade Runner, enfin, tout ça se nourrit... C'est toujours très compliqué d'avoir les influences. Quand je vous dis Achille Talon, si vous regardez des bandes dessinées d'Achille Talon, ça n'a rien à voir avec Argaï. Non, bien sûr. Mais c'est Achille Talon. Le costume d'Oscar Lampour est très reconnaissable. Oui, voilà, c'est ça, mais c'était là, pour le coup, c'était vraiment voulu. Je voulais qu'il y ait un clin d'œil à ce personnage-là. Barnabé, c'est aussi un petit peu pour moi Gaston Lagaffe, cette espèce de truc dégaiemandé, nonchalant. Puis il y a, vous savez, la création, il y a des choses qui sont dans l'air du temps, puis après c'est fini, on passe à autre chose. Moi, à part Bob l'éponge, je vois pas des gens qui ont créé totalement quelque chose de totalement nouveau, quoi. Vous, quand on vous parle donc d'un dessin animé qui serait complètement original, c'est Bob l'éponge qui vous vient en premier. Ah bah oui, un mec qui se dit tiens, je vais faire un dessin animé en mon personnage c'est une éponge. Il est bien barré quand même. Ah, il est surtout du domaine, en fait, ce mec est, je crois, biologiste marin de formation. Donc, ceci explique cela. Ceci explique un peu cela, il a l'idée de faire une éponge en forme d'éponge pour faire des scènes. Bon, allez, on va peut-être pas trop digresser là-dessus. Restons sur Argaï. Oui, restons sur Argaï. Donc, la question cruciale, ce dont on parle tout le temps quand on parle d'Argaï, c'est un feuilleton. C'est rare pour l'époque. Vous avez rencontré des résistances pour pouvoir faire une série animée qui est un feuilleton, ou vous l'avez fait, personne ne vous a dit que vous ne pouviez pas le faire et du coup vous l'avez fait? Non, alors quand je me souviens très bien qu'au début, quand j'ai voulu faire un feuilleton, tout le monde m'a dit en effet, tu n'arriveras jamais à le placer, ça marche pas. Et quand je suis allé voir Dominique Poussier à TF1, qui s'occupait donc du service jeunesse, elle m'a dit mais c'est génial, allons-y. Il y a une mauvaise communication, on a l'impression. Ouais, apparemment, et moi j'avais déjà préparé tout mon argumentaire pour la convaincre, et en fait... En fait, non, ça a parfaitement été. Oui. Limite, je lui ai dit, t'es sûr? Parce que, si je ne dis pas de bêtises, Argaï est quasi contemporaine de Chris Colorado, qui est également un feuilleton. TF1 n'en était pas à son coup de décès de diffuser des feuilletons, et puis il diffusait tous les dessins animés d'AB Productions, beaucoup étaient importés du Japon et étaient des feuilletons. Donc, oui. Bon. Donc c'est pour ça que ça n'a pas été un sujet. D'accord, donc finalement ça n'a pas été un sujet. Okay. Non, au niveau de TF1. Un élément dont on a un petit peu parlé par rapport à l'évolution des réglementations, la série a un degré de violence plus élevé que les productions typiques pour enfants. On trouve un certain nombre de choses dont vous avez dit vous-même précédemment qu'on ne pourrait plus trop les trouver aujourd'hui, du vocabulaire religieux, ouvertement ouvert, quoi. L'église est la maison de Dieu, c'est le bon endroit. C'est plutôt les Américains qui sont regardants là-dessus, mais peut-être les Français un petit peu aussi. À l'époque, non. Mais est-ce que pour exporter la série aux États-Unis, ça a posé un problème? Parce que là, par contre, à l'époque, ils avaient déjà des problèmes avec ça. Non, mais l'exportation, enfin, vous savez mieux que moi, l'exportation aux États-Unis, c'est un fantasme. Combien il y a de séries françaises qui sont diffusées aux États-Unis? Alors, qui rencontrent un succès important là-bas, pas tant que ça.
mais il y a pas mal de séries pour lesquelles il existe une version anglophone, diffusée peut-être marginalement aux États-Unis. Enfin, oui, mais voilà, c'est marginal. Comme quand on dit un film de cinéma est sorti aux États-Unis, ça a marché, il est sorti dans 2 cinémas à Brooklyn. Oui. Les Américains, ils en ont rien à foutre. Ils savent même, ils imaginent même qu'on n'a pas l'électricité. Donc autant vous vendez une série, ça se vend en Asie, ça se vend en Europe, partout. Même l'Angleterre, c'est un petit peu compliqué, mais les États-Unis. Avez-vous essayé de la vendre là-bas ou... Je sais pas, moi c'est pas mal le distributeur, mais je sais pas s'il a essayé. De toute façon, ça s'est pas vendu tellement dans le monde entier. Je pense qu'il n'y a pas eu un boulot. En Hongrie, apparemment. Oui, dans les pays de l'Est, puisqu'on a toutes les versions croates et autres. Mais non, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ça s'était vendu en Allemagne et tout ça. Non, à l'époque, non, ça n'a pas été un succès mondial. D'accord, mais ça a été un succès national assez important puisque, rappelons-le, ça a eu la meilleure audience de programme jeunesse sur TF1 de l'an 2000. Oui, c'est un chiffre, c'est astronomique. Quand on voit les chiffres maintenant, c'était 60. Je crois qu'il y a un épisode qui a fait 74% de part de marché. C'est un truc de marge. Et on a fait la 9e audience, toute chaîne, tout programme confondu. Et je crois qu'il n'y avait qu'un dessin animé au-dessus de nous, c'était les Pokémon. Donc ouais, c'est une belle réussite. Pour être second derrière Pokémon en termes de popularité, il faut déjà y aller. Hein, ouais, mais je crois que les Pokémon sont quand même plus connus qu'Argaï. Oh oui, non, ça certainement. Mais Pokémon a bénéficié d'un matraquage publicitaire très important. Il y avait des jeux vidéo qui soutenaient le succès de la série, qui se basaient sur un principe de collection qui plaisait beaucoup aux enfants. Argaï a fait une excellente performance avec rien de tout ça. Non, oui, parce que les Pokémon, c'est typiquement un produit marketing. Tout est basé sur... la série, elle fait partie de tout un packaging de produits. Et la série, c'est finalement la pub pour tous les autres produits qui sont autour. Argaï, c'est des rigolos sympas qui font un truc chez eux et qui essayent de faire le mieux possible et qui n'ont pas prévu les produits dérivés en amont, les machins, les jouets... Personne ne vous a proposé de faire des jouets Argaï? Ça se passe pas forcément avec le style graphique que ça. Ça aurait altéré la pureté de... Ouais, non, je sais pas si ça s'y prête pas vraiment. C'était pas trop le délire. Non, c'était pas le délire. Par rapport à l'écriture de la série. La série, donc, très clairement, elle suit une ligne directrice qui reste la même du début à la fin. Vous avez prévu l'histoire globale du début. Mais il y a plusieurs péripéties au cours d'histoire qui sont un peu surprenantes. Par exemple, le gecko est dans un premier temps remplacé par un double robotique, puis ensuite il retourne en grâce. Il y a quelques règles qui sont introduites au fur et à mesure, comme l'histoire, comme quoi on peut mourir qu'à sa propre époque. Donc des choses qui viennent au fur et à mesure comme ça. Est-ce que ça c'est des choses qui avaient déjà été intégralement écrites en amont de la production, ou est-ce que c'est des choses que vous avez décidées? Non, c'est des choses qui se sont décidées un peu au fur et à mesure. À la limite, quand j'écrivais, moi c'était comme si je regardais la série, puis petit à petit les choses se faisaient. Le gecko, c'est parce que pour moi c'est la trahison, donc puis c'est l'obsolescence. Voilà, t'es trop vieux maintenant, j'ai besoin d'une machine. Mais en fait, la machine, elle est peut-être super sophistiquée, mais je préférais mon vieux gecko que je traîne avec moi depuis. À quel point l'histoire a été improvisée au fur et à mesure? Elle a été improvisée au fur et à mesure. Je vous parlais tout à l'heure d'écriture automatique, les choses, elles venaient petit à petit. Vous saviez dès le départ que l'histoire, ça allait être que finalement, Argaï allait chercher des ingrédients pour faire une potion magique. La grande trame, c'était ça, c'était... qui est aussi un clin d'œil à La Belle au Bois dormant, hein. C'est une princesse qui est endormie. Oui, d'ailleurs, c'est dit sur un ton de connivence à la fin, le dernier ingrédient pour la libérer, enfin pour la réveiller, est un baiser, quoi. Tous les contes de fées se terminent de la même façon. C'est en gros ça, non? C'est un peu ça, oui. Oui, parce que c'est... Limite, il dit, mais vous aviez vraiment besoin de moi pour vous dire ça. Mais on sent quand même qu'il y avait des choses qui étaient un peu prévues. Par exemple, la préparation de la potion magique à la fin, les ingrédients servent d'une façon un peu hiérarchisée. C'est pas un chaudron dans lequel on jette tout, c'est le Graal était prévu pour servir de récipient, l'encens était à agiter autour. Absolument, c'est très très sophistiqué comme produit, parce qu'on peut pas réveiller une jeune fille comme ça, la Reine Noire. Ça c'était prévu en amont. L'un des ingrédients est la procédure, c'est-à-dire la recette. C'est le secret des alchimistes, absolument, c'est comme ça. C'est très intéressant, du coup, c'est intéressant
pour ce que c'est, et c'est aussi intéressant de ce que ça dit sur la façon dont ça a été écrit. Donc il y a un mélange d'anticipation et effectivement de choses qui sont par contre... Oui, après on brode dedans. Oui. Alors le fait de ne pas mourir à son époque, je pense que ça avait une raison... c'est toujours le paradoxe temporel. Hein. Pour moi, il me semblait évident qu'on ne pouvait pas mourir dans une époque dans laquelle on ne vivait pas. Oh, c'est intéressant comme idée. Oui, ça avait une réelle importance, cette chose-là. Mais le principe vraiment fondamental d'Argaï, c'était donc le bien contre le mal, ça c'est clair et net. L'idée, c'est qu'elle était immortelle parce qu'elle endormait, elle envoûtait toutes les filles. Les jeunes filles, oui, au final. On l'a pas du tout traité dans la série, mais l'idée c'est qu'elle avait une espèce de repère, d'endroit où toutes les filles étaient dans une espèce de tube fluo, j'en sais rien. On aurait pu imaginer un décor où elles sont toutes endormies. Et en fait, l'idée principale, c'est que quand on réveille une des filles du chaînon, le maléfice est rompu. Et tu retourneras aussitôt dans la vieillesse de ta première vie. Parce que ce maléfice la rend intemporelle et il suffit de briser le truc Voilà. à un seul endroit. Et du coup, toutes les jeunes filles se réveillent. Voilà. Et Oui. toutes les jeunes filles retournent à leur époque ou Alors, se réveillent non, je pense qu'elles vont toutes dans un hôpital psychiatrique. Parce que elles se disent, mais je fais quoi dans cette période Qu'est-ce qui m'est arrivé? L'histoire ne le dit pas. Mais, Non, effectivement, au final, l'histoire ne le dit pas, mais donc il est quand même question qu'elles se réveillent toutes. À partir de ce moment. oui, puisque à partir du moment où Angèle est réveillée, la reine est détruite, elle retourne dans son époque. Donc, en fait, comme elle retourne dans son époque, j'essaie d'être logique, toutes celles qu'elle a ensorcelées n'ont jamais été ensorcelées. Et qu'une seule d'entre elles vienne à se réveiller, et tu retournerais dans le passé anéanti. Du coup, toutes celles qui ont été ensorcelées avant Angèle se réveillent et vont dans un hôpital psychiatrique. Ouais. Toutes celles qui ont été ensorcelées après Angèle ne seront Jamais ensorcelées. Ouais. Mais même celles qui ont été ensorcelées avant Angèle vont rétrospectivement ne plus être ensorcelées. En mourant, la reine meurt dans son propre passé. D'ailleurs, on le voit quand elle meurt, elle disparaît non seulement dans son vaisseau, mais aussi dans son repère de sorcière. Ah oui, Donc tout ça n'est jamais arrivé, quoi. Voilà, Voilà. c'est ça. Ah, c'est pas simple, hein. Non, c'est intéressant. Vous êtes crédité personnellement pour l'écriture de chacun des 26 scripts de la série. À part vous, combien de personnes contribuaient à l'écriture? Ou est-ce que c'est uniquement vous? Uniquement moi. Il y avait quand même quelqu'un qui les remettait en forme ensuite pour donner... Non, il y avait un dialogue avec ce qu'on appelle la conseillère de programme de TF1, qui est en fait la personne qui est chargée de regarder si ce qu'on écrit est diffusable, si c'est cohérent, s'il n'y a pas des... Donc il y a une espèce de... un peu comme un écrivain avec son éditeur. Donc ces personnes jugent la cohérence quand même aussi. Ils jugent pas uniquement le caractère approprié. Les deux. Ok, ils jugent les deux, d'accord, ok. Oui. Bon, c'est intéressant de savoir ça. Oui, parce que des fois, bon, souvent on est pris par le temps, etc. Faut livrer le scénario. Il faut avoir une personne un peu qui est en recul, qui connaît bien la série. Qui a déjà... Ouais, mais là, c'était vous de A à Z, donc vous avez Non, plus de je chance parle de pas vous tromper. Non, mais ouais, mais quand même. Et justement, quand on a le nez dans le guidon. Ouais, souvent on se dit, on va dire, mais t'en as déjà parlé de là, ou ah oui, bon, il faut quand même qu'il y ait. Et c'était une conseillère de programme qui était assez formidable et qui a participé avec moi. Sinon, non, il n'y a eu personne d'autre qui. D'accord. Oh, c'est intéressant de savoir ça. Alors, vous envisagiez à un moment donné de produire un long métrage Argaï la prophétie. Ce projet est enterré, d'après ce que mais oui, puis vraiment profond, hein. Très 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 profondément. Mais pouvez-vous quand même nous en dire plus sur ce qu'était ce projet, ce que vous comptiez faire concrètement L'idée c'était de l'adapter, de faire un film d'1h30 au cinéma, parce que je pense que l'histoire elle était intéressante à faire sur ce format-là. Sur un format court quand même, pour une quête de plusieurs ingrédients, il aurait fallu simplifier certaines choses. Sachant que chacun des 26 épisodes est extrêmement dense. Oui, mais justement, je pense qu'on avait une matière pour faire un film qui était formidable, on l'aurait simplifié bien sûr. Et puis on a commencé à faire ça, moi je me suis rendu compte très vite que ça coûterait une fortune. En tout cas, pour que ça représente à l'ambition à l'idée qu'on se faisait de faire ce film, c'est hors de prix. La deuxième chose, je me suis dit, bon, on a déjà fait une série d'animation, alors est-ce que refaire de l'animation, après, bon, il faut la faire en 3D, il faut la faire, bon. On a fait des essais, puis moi, finalement, ça m'a pas convaincu. Après, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien écrire un livre.
Donc un roman Argaï. Ouais, roman Argaï. Là, je me suis rendu compte que j'étais pas fait pour ça non plus. Donc ça a été abandonné, puis j'ai mis ça un peu de côté, et là, l'idée revient sur autre chose, sur Argaï. Et je me demande si on va pas essayer de faire ça, de faire une série live action. Donc avec des personnages qui ne sont pas des animaux anthropomorphisés, à moins que vous ayez trouvé le secret pour apprendre à un lion à parler. Non, ça sera des personnages réels. Vous disiez que le format long métrage avait quelque chose, pouvait apporter quelque chose vraiment, comparativement à ce que vous aviez déjà fait en série. Oui, parce que pour le même budget, sauf que là on l'exposait, on produit 1h30 de film, et non pas 26 x 26. Donc vous avez forcément une qualité supérieure. Mais là on est vraiment dans des très très gros budgets, et moi j'ai aussi un peu... Je me suis dit, ça c'est des projets ambitieux qu'à la limite des Américains pourraient faire. Là pour le coup, nous, Français, je suis pas sûr qu'on arrive à faire des choses comme ça. Et il y avait aussi le fait de, si c'est pour faire en long métrage que les enfants, ou ce que nous on a déjà fait à la télé, moi je trouve que c'était pas passionnant. Donc je pense qu'il faut partir vers autre chose, et le live action, je trouve que ça pourrait être assez passionnant. Bah, croisons les doigts pour que ça puisse se concrétiser dans ce cas-là. Oui, bah, ça sera la même chose que la série, mais pas tout à fait pareil. Pareillement différent. Oui, il y a des personnages nouveaux, parce qu'on a commencé un peu à bosser là-dessus. Il va y avoir des personnages nouveaux, intéressants, qui vont arriver là-dedans. Puis la reine ne sera plus aussi de façon manichéenne, ne sera pas forcément une vraie méchante. Elle sera plus ambivalente. Et elle sera toujours influencée par le diable ou Non. Non, mais il y a des choses qui sont très enfantines, je dirais, qu'on ne peut plus faire aujourd'hui, pour des adultes. Oui, pas des jeunes adultes. Oui, il faut quelque chose d'un petit peu plus nuancé. Je vois pas Oscar Lampoule déjà s'appeler Oscar Lampoule. Je ne vois pas dire nom d'un petit bonhomme non plus. Il n'aura pas son chapeau. Oscar Lampoule, l'avantage c'est que la prophétie fait référence à lui en tant que la lumière. Ce qui fait que du coup ça marche par un jeu de mots sur son nom. Et c'est plutôt intéressant de ce point de vue-là. Faut quand même qu'il y ait quelque chose... Enfin, c'est pas une obligation. Hein. Non, mais... Suggestion, regardez quand même. Je la garde par devers moi.